ExpressVPN, c'est le VPN que nous utilisons chez Terabellum. Le lien d'affiliation se trouve directement en description de cette vidéo. Bonjour à tous, dans cette vidéo de Terabellum, nous allons nous intéresser à la dissuasion nucléaire, pilier de la souveraineté française. La France est l'un des 9 États qui possèdent l'arme nucléaire et le 4e pays à s'en être doté après les États-Unis, l'URSS et le Royaume-Uni. 1945. Avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France est à reconstruire. Des villes entières ont été rasées, des populations déplacées. L'État retrouve peu à peu la place qui était la sienne avant le conflit. La reconstruction du pays s'étale théoriquement sur 10 ans pour s'achever en 1955, période marquée par le baby-boom, l'exode rural et la révolution urbaine. Dans les faits cependant, la France restera plus longtemps marquée par le conflit et l'occupation. Dans une logique d'interventionnisme et de nationalisation, l'État concentre donc ses investissements dans les secteurs clés de l'énergie et des transports, mais la reconstruction signifie autant de rebâtir ce qui a été perdu que de bâtir un avenir pour la nation. En août 1943, les États-Unis et la Grande-Bretagne signent les accords de Québec, qui permettent la fusion respective de leurs programmes nucléaires. La France est écartée d'office du programme et sa place de puissance post-conflit est donc directement menacée. Lors de la libération du pays, les atomiciens et scientifiques allemands présents en France ont d'ailleurs été perquisitionnés par l'opération Alsos du projet Manhattan. Écartée par les anglo-saxons, dépossédée de prise de guerre, la France prend le parti d'un programme indépendant et souverain, motivé par les volontés des communistes et des gaullistes, principaux influenceurs post-conflit. Dès la fin de la guerre, le général de Gaulle, qui préside le gouvernement provisoire français, fonde le commissaire à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, le CEA. Frédéric Joliot-Curie est nommé à sa tête avec Raoul Dautry. Le but de l'organisme est de réaliser des recherches scientifiques afin d'utiliser l'énergie nucléaire dans les domaines civils et militaires. Il est en effet important de souligner ces deux aspects du CEA. En 1950, l'appel de Stockholm, qui est une pétition mondiale d'inspiration communiste contre le développement de l'arme nucléaire, réunit plus de 655 signatures d'agents de la CEA et marque, par ailleurs, le départ de Joliot-Curie et nombre d'autres scientifiques. Le développement du programme militaire nucléaire français gagne alors la bataille idéologique. En 1952, le plan quinquennal du gouvernement ouvre la voie à la bombe nucléaire française. La décision de sa fabrication est prise en 1954 pour des raisons stratégiques et de poids à l'international. Une arme et une énergie souveraine requièrent des matières premières souveraines. La France, dans une logique d'autosuffisance de ses réserves d'uranium, exploite alors plus de 210 mines sur le territoire national de 1945 à 2001, principalement en Bretagne, en Vendée, dans le Massif central et en Alsace. Officiellement, la France n'effectue des recherches nucléaires que dans un but civil. Il faut attendre le début de la 5e République et la présidence de Charles de Gaulle en 1958 pour que le programme s'officialise. Son but a également changé. Là où la 4e République développait l'arme nucléaire dans le cadre de l'OTAN, la 5e République développe l'arme comme garante de l'indépendance de la France en toutes circonstances, aussi bien vis-à-vis de l'Alliance Atlantique, du pacte de Varsovie ou de n'importe quelle autre entité sur le globe. Prévenant le secrétaire d'État américain Dulles, tout s'organise en fonction de la force atomique. Cette force, vous l'avez, nous sommes très en retard sur vous, une chose est certaine, nous aurons l'arme atomique. En 1959 est définie la doctrine de la dissuasion nucléaire française. Le premier essai a lieu en 1960 sur le champ des tirs de Regan, en Algérie. Par la suite, les essais s'organisent dans le Sahara du département d'Algérie, puis dans le Pacifique, sur l'atoll de Moruroa. Parallèlement, la dissuasion s'organise en composantes stratégiques tout au long des années 1960 et pendant la première moitié des années 70. Maintenant que le tour historique a été réalisé, observons de plus près les principes de la dissuasion. La doctrine militaire française d'utilisation de l'arme nucléaire limite son rôle à une utilisation politique plus que militaire. Le but premier est avant tout de dissuader, d'empêcher le conflit, elle n'est donc pas une arme employée de manière conventionnelle dans les opérations. Plus précisément, l'arme nucléaire doit défendre la France quand ses intérêts vitaux sont en danger, ces intérêts vitaux n'étant pas ouvertement définis. Le ministère de la Défense désigne la dissuasion française selon 3 critères. La permanence, le dispositif de dissuasion est toujours effectif. La crédibilité, les 2 composantes océaniques et aéroportées qui sont complémentaires en termes de portée et de précision et disposent de méthodes de pénétration différentes. Et enfin, la stricte suffisance. Le dispositif d'armement est strictement nécessaire aux besoins défensifs de la France, la dissuasion nucléaire est donc strictement défensive. Mais jetons un coup d'œil aux composantes de la dissuasion française. Le but est de diversifier ses possibilités de frappe dans l'optique d'assurer une dissuasion toujours plus efficace. Pendant longtemps,
la dissuasion française reposait sur le concept de triade avant de devenir duale. La composante aérienne, à l'aide des missiles ASMPA, est mise en œuvre par des Mirage 2000N et des Rafales à partir du territoire national par l'armée de l'air ou à partir du porte-avions Charles de Gaulle. Cette composante est avant tout visible et tactique, qui se caractérise par sa flexibilité de mise en œuvre et sa précision. La composante marine, autour de 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins SNLE équipés de missiles balistiques intercontinentaux M51, 365 jours par an, un des 4 SNLE est en patrouille, quelque part dans le monde, et se tient prêt à exécuter la décision du chef de l'État. Les atouts de cette composante sont la vulnérabilité, la discrétion, la pénétration balistique, la longue portée et la frappe massive. Ces deux composantes sont bien sûr complémentaires, toutes deux présentant des avantages propres et permettant de déployer une dissuasion progressive. La première, avec la composante aérienne, est davantage tactique, c'est-à-dire pouvant être en usage sur le champ de bataille ou sur l'arrière afin de viser des cibles stratégiques. Elle fait office d'ultime avertissement avant l'utilisation de la force nucléaire stratégique, c'est-à-dire la composante marine. Une composante terrestre, aujourd'hui disparue, existait aussi et consistait en des missiles sol-sol tirés depuis des silos. Il s'agissait également de missiles Pluton montés sur des châssis d'AMX-30. La question qui se pose naturellement est quel avenir pour la dissuasion nucléaire française? Avec 23 milliards d'euros dédiés, la dissuasion représente un coût considérable pour le pays. Mais pour autant, la souveraineté de la France n'a pas de prix. Le principe même de la dissuasion est aussi contesté par les activistes anti-nucléaires à l'international, mais le pragmatisme rappelle que l'arme nucléaire est encore un mal nécessaire pour les grandes puissances. Alors que le traité entre la Russie et les États-Unis sur les armes nucléaires à portée intermédiaire s'achevait en août 2019, les États-Unis peuvent être maintenant à armes égales avec la Chine dans le bras de fer qui se déroule dans la région Pacifique. Les principales puissances nucléaires s'arment en conséquence afin de ne pas perdre l'ascendant. Au cœur des enjeux diplomatiques, politiques et militaires, l'arme nucléaire semble connaître un tournant inédit depuis la fin de la guerre froide, un tournant que devra assurer la France si elle souhaite demeurer une grande puissance. À l'occasion de la Toussaint et des commémorations du 11 novembre, Terra Bellum lance le mois des vétérans et des soldats de la nation. Pour tout abonnement annuel en novembre sur le site Terra Bellum, nous nous engageons à verser 30% des parts en soutien à l'association d'entraide marine ADOSM. L'ADOSM a été fondée en 1939 à la suite de la disparition du sous-marin Phoenix et ses 71 membres d'équipage. Aujourd'hui, l'ADOSM vient en aide aux conjoints, aux familles du personnel civil et militaire qui servent dans la marine nationale lorsqu'elles connaissent de graves difficultés, ainsi qu'à leurs enfants orphelins. L'abonnement premium est une forme de soutien à Terra Bellum pour laquelle vous recevez des contreparties comme l'accès à un podcast hebdomadaire d'une durée totale d'1h30, dont un sur les élections américaines, ainsi que des séries d'articles inédits. Choisissez votre option de soutien au mois ou à l'année et accédez au réseau premium sur notre Discord ou encore la possibilité de nous contacter directement via votre espace dédié. N'oubliez pas, en novembre, 30% pour tout abonnement annuel sera directement remis à l'ADOSM pour soutenir nos marins et leurs familles. Je veux, en ce jour anniversaire, lui rendre devant le pays un public hommage. Vous savez que la France a toujours été à la pointe des recherches concernant l'énergie atomique